Bonsoir. Bon, on est content de vous retrouver ce soir pour notre atelier admin. Malheureusement, Flora ne sera pas avec nous ce soir. On pense fort à toi, Flora. Flora a changé. Hein. Oui, Flora a changé et s'est transformée en Kylian en fait. Il y a un petit décalage. Il y a un peu de barbe qui a poussé. Il y a un peu de. Oui, il y a un petit truc. Merci Kylian d'avoir accepté de remplacer Flora pour cet atelier. Et donc, alors c'est parti. Donc, pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas l'association Admin, c'est une association à but non lucratif qui vise à vous aider à maîtriser les outils du digital. Et donc, ça fait depuis déjà 2016 que on a créé l'association avec Flora et que vous êtes au rendez-vous pour chaque atelier. Et ça nous fait chaud au cœur de vous retrouver tous les mois sur une thématique différente. Et du coup, je vais vous présenter, moi, le principe de l'atelier, ce que normalement présente Flora. Donc, comme vous le savez, les ateliers, on a voulu qu'ils soient vraiment participatifs. Bon, Covid oblige, on a dû modifier notre format et on est passé au live sur Facebook, mais on veut quand même que ce soit participatif. Donc, on compte sur vous vraiment pour commenter le live et nous poser vos questions tout au long du live. Il y aura un petit délai, un petit décalage, mais on veut absolument que vous nous posiez vos questions pour y répondre. Donc, ce soir, évidemment, vous le savez, c'est réservé aux tendances 2021. Et bien sûr, pour anticiper 2021, je pense qu'il faut bien étudier ce qui s'est passé en 2020. Donc, du coup, avec Flora, on a sélectionné 5 tendances qu'on pense qui seront les plus pertinentes pour 2021, en prenant en compte le contexte, les usages qui ont été bouleversés par la Covid-19. Et du coup, Kylian, je te laisse présenter le sommaire et vas-y, je t'en prie. Ok, c'est parti. Bon, désolé par avance parce que j'aurais pas l'entrain de Flora, mais bon, je vais essayer de faire. Généralement, moi, je suis derrière la caméra, d'accord? Donc, c'est pas pareil que d'être devant la caméra et de parler aux gens, mais ça va le faire, ça va le faire. T'inquiète. Je vous propose de découvrir le sommaire. Donc, tout d'abord, on va parler du marketing à l'ancienne. On va faire un petit point, bon, pas d'histoire, mais en tout cas, on va regarder ce qui a été fait auparavant. Ensuite, on va aborder le consommateur est roi, ça vous avez toujours entendu parler de ça, et donc on va parler de consommateur et de marketing conversationnel. Ensuite, on va aborder le live shopping, ça va être Caro qui va l'aborder. Puis la RSE. La RSE, c'est un thème qui revient depuis maintenant quelques années, mais la RSE est aussi utilisée dans la communication, donc on va aussi l'aborder. Et enfin, on va aborder des tendances spéciales TikTok. Puis, à la toute fin de l'émission, on va rencontrer Mélissa, qui sera l'invitée du jour. Et on va vous en parler après, on va vous la présenter. On commence directement par le marketing à l'ancienne. Vas-y, Kylian. C'est parti. Allez, c'est parti. Bon, c'est très simple. On va faire un tout petit point d'histoire rapidement. Le marketing, on va dire que ça a plus ou moins toujours existé depuis l'ère industrielle. On a commencé à en parler plus ou moins en 1920 aux États-Unis, puis vraiment l'avènement, on va dire, du marketing, ça va être en 1950 avec des campagnes phénoménales, les campagnes Volkswagen aux États-Unis. Enfin, faudrait que je vous retrouve, je vous le mettrai dans le chat juste après. Mais il y a eu des campagnes phénoménales qui sont apparues dans ces années-là, justement années 50, et donc c'était assez intéressant. Voilà, c'était la campagne Think Small, désolé pour l'accent. Aujourd'hui, quand on parle de marketing et quand on parle justement du marketing à l'ancienne, on se rappelle justement des jolis pop-up qu'on voyait arriver sur nos écrans quand on allait sur les sites internet. Je pense que c'est des choses qui nous ont tous marqués et qu'on adorait voir sur nos écrans. Ça, c'est un petit peu représentatif de ce qu'on appelle les publicités intempestives, c'est-à-dire les pubs qui arrivent au milieu de votre contenu et qui potentiellement vont surtout vous gâcher l'expérience utilisateur que de vous apporter quelque chose. Donc tout ça, c'est en train de changer aujourd'hui. Quand on parle de marketing à l'ancienne, c'est tout ce qui sera potentiellement, comme je vous l'ai dit, les pop-up ou alors les grosses bannières, etc., qui apparaissent sur vos écrans, etc. Donc ça,
avec l'avènement de la big data, ou en tout cas de la data, on commence à mieux cibler vos attentes, on commence à mieux comprendre ce que vous voulez et quand vous le voulez. Et du coup, ça empêche, entre guillemets, d'avoir ces petites pratiques agressives que sont notamment les pop-up. Quand je pense à ça, je pense notamment à Netflix. Netflix, le but de Netflix, c'est quoi? C'est techniquement de vous faire adhérer à la plateforme, puis ensuite d'y rester le plus longtemps possible. Plus vous restez sur la plateforme, plus vous avez de chances encore d'y rester parce que Netflix analysera vos données et vous proposera le meilleur contenu pour vous en fonction de combien de temps vous restez sur les petites miniatures des séries, combien de temps vous regardez les séries, quelles séries vous regardez, quel type, etc. etc., etc. Et ben, ça va marcher de la même manière avec justement la publicité et le marketing. On va analyser vos données et on va essayer de vous proposer le meilleur contenu qui soit, on va dire, le plus pertinent pour vous. Ça sera beaucoup plus simple déjà pour vendre, pour les personnes qui souhaitent vous vendre soit des services, soit des produits. Et vous, ça sera beaucoup moins intempestif et ça sera beaucoup plus agréable. Tout à fait. Et c'est un super exemple. Ces dernières années, vas-y, tu veux rebondir? Je voudrais rebondir sur ton exemple. Et du coup, ce qui est super intéressant dans ce que tu viens de dire, Kylian, c'est que vous pouvez le mettre en place également parce que comment ça fonctionne? Comment ils arrivent en fait à déceler cette information? En fait, il y a des statistiques. C'est pour ça que c'est important d'analyser toutes vos statistiques pour justement proposer au mieux l'information que le client attend. C'est ce qui se passe notamment sur Facebook. Après, c'est un autre débat, mais sur les écoutes et autres. Mais vous parlez, j'en sais rien, moi, d'un four. Une heure après, vous allez avoir une pub de four dans votre feed Facebook ou Instagram. Donc vraiment, en fait, je vous dis pas d'écouter vos clients mais en tout cas, par l'analyse de ce qui se passe sur votre site internet, sur votre page Facebook, sur vos comptes Instagram, avec toutes ces analyses, en fait, vous allez pouvoir bien cibler chaque client et vraiment lui donner l'information qu'il recherche et vers quoi il tend, vers quoi, en fait, qu'est-ce qu'il veut acheter demain. Voilà. Vas-y, Kylian. Alors ça, justement, ça utilise deux concepts. Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, en 2020, tous les sites internet vous ont redemandé de valider les cookies. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand vous vous reconnectez sur un site internet, on vous demandait à chaque fois de revalider les cookies et d'être sûr que vous êtes d'accord avec la politique de confidentialité des sites. Pourquoi? Parce qu'il y a justement eu des lois européennes qui sont passées pour encadrer les cookies et pour dire en gros, ok, vous ne faites pas n'importe quoi les sites internet, vous êtes bien gentil, mais vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez avec ces données. Donc, on vous a fait revalider tout ça. Et donc là, aujourd'hui, concrètement, il y a deux concepts. C'est le retargeting et le remarketing. C'est tout simplement l'utilisation de vos données pour vous faire apparaître ce que vous avez déjà vu. C'est-à-dire, vous cherchez dans Google four Samsung dernier cri, et ben vous allez sur Facebook et vous allez voir des petites bannières apparaître sur le côté de votre fil d'actualité, magnifique four, etc., etc. Donc ça s'appelle le retargeting ou le remarketing quand on parle d'email, quand vous recevez des offres promotionnelles dans vos emails. Du coup, je me permets de rebondir. Vas-y. Et du coup, en soi, là, l'exemple, c'est si vous êtes vraiment le vendeur de four. Qu'est-ce qui fait que vous apparaissez en fait à cet endroit? C'est parce que vous avez rempli les bons mots-clés et vous avez vraiment, c'est pas forcément que vous avez payé pour être à cet emplacement, c'est que vous avez fait le travail nécessaire pour avoir un bon référencement et que quand les gens font la recherche, en fait, ils tombent sur vous. Ah, tu as bugué? Oui, tu es là. C'est bon, non. C'était moi. Peut-être c'était toi. Je ne sais plus qui c'était, mais c'est pas grave. Oui, donc c'est exactement ça. C'est selon les mots-clés que vous tapez sur Google ou sur les moteurs de recherche en général, du coup, vous allez être ciblé, concrètement. Alors, du coup, ce qu'on observe ces dernières années, c'est vraiment une scission entre ce marketing plus ou moins d'interruption et un autre type de marketing qui va être le marketing de contenu, peut-être quelque chose de plus hospitalier, en fait. Et donc là, on va parler plutôt de inbound marketing. Ça, l'inbound marketing, on en parle depuis, ça y est, on l'entend à toutes les sauces ces dernières années. L'inbound marketing, c'est-à-dire faire venir vos potentiels clients vers vous et non pas aller les chercher. Donc voilà, il y a vraiment
on va dire du coup, c'est cette une super scission qui s'est faite. transition. C'est une super transition vers le point numéro 2. Tout à fait. Eh ben, c'est tout à toi, justement. Bah, tu pouvais l'enchaîner, il n'y a pas de on a souci. une. Ah bah, j'en profite, on a une question de Ouais. Denis Oui. qui nous dit pour le retargeting, il faut payer, non? Alors, généralement, ça va être des services qui vont être payants. Tu me confirmes ça, Caroline, mais il me semble qu'effectivement, pour analyser cette donnée, ça va être payant. Bah, vraiment, à part si tu veux, enfin, si tu veux vraiment des analyses plus poussées, oui. Mais si tu veux te contenter des statistiques que tu as et te faire ta propre analyse avec tes statistiques, bon, là, c'est gratuit, mais bon, ça demande vraiment du temps et de l'investissement. Ouais. C'est un travail fastidieux quand même. Donc Ouais. voilà, c'est soit tu payes et c'est une solution un peu clé en main, on va dire. Soit tu le fais par toi-même, mais bon, je ne suis pas certaine que, il faut vraiment du temps pour bien analyser ces statistiques et qu'il y ait quelque chose qui en ressorte pour l'avenir, pour ta stratégie. Ouais, totalement. Généralement, quand ces données sont exploitées, c'est qu'il y a soit quelqu'un derrière qui est à temps plein, soit c'est une agence ou quelqu'un qui le fait à côté. Mais oui, ça va être payant. Et j'en profite d'ailleurs pour donner un petit conseil, justement, quand on parle de publicité intempestive, de marketing intempestif. Quand on parle de social ads, justement, quand on fait de l'achat d'espaces publicitaires sur les réseaux sociaux, personnellement, en tout cas, je déconseille de mettre ces publicités dans les vidéos. Facebook et Instagram le proposent. Personnellement, je conseille de ne pas le faire parce que ça va surtout desservir à votre image, style oh là là, ils me coupent pendant ma vidéo, mais ils sont saoulants, mais laissez-moi tranquille, laissez-moi regarder ma vidéo. Bah là, ça va être vraiment ça l'optique dans laquelle je vous donne ce conseil. Si vous voulez faire des social ads, évitez les vidéos. Voilà. On parle du coup de inbound marketing et ça nous enclenche sur le marketing conversationnel. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots? Il n'y a pas d'autres questions du coup Alors attends, je regarde en même temps. Oui, alors on a Michel qui nous demande si tu as les bons mots-clés et comment tu sais que tu as les bons. Dans quel sens? Alors dans le sens où tu veux vendre quelque chose, c'est ça? J'imagine. Je pense que c'est par rapport, tu sais, à l'histoire du four. Ben oui, en fait, Ouais. ça, après, c'est pareil, c'est un travail de référencement. Et le mieux placé, parce que du coup, moi, je vous le dis, hein, j'ai un petit souci avec mon téléphone. Du coup, je peux pas voir, je peux pas voir vos commentaires, je suis perdue. Mais j'ai juste vu Mohamed qui a réagi. Coucou Mo. Et du coup, c'est le mieux placé pour répondre à cette question. C'est dommage que du coup, il ne puisse pas te répondre. Mais vraiment, c'est un travail de référencement naturel où c'est pareil. Le référencement naturel, c'est un travail fastidieux. Et il faut, en fait, ça doit faire l'objet d'un autre atelier, sinon ça va être vraiment trop long. Mais en gros, si tu fais un peu des recherches, déjà, tu trouves les mots-clés à ne pas utiliser. Déjà, si tu peux bannir les mauvais mots-clés, c'est déjà pas mal. Je pense le conseil déjà que je peux te donner, c'est celui-là, c'est bannir les mauvais mots-clés. Les bons, c'est ceux qui seront les plus pertinents en fait pour ta recherche. Enfin, pour la recherche de tes clients. C'est ceux en fait qui vont faire que tes clients ils vont tomber sur toi, parce que si on va dire tu vends des fours, pour rester dans les fours, si tu marques je vends juste des fours, il y en a 300 000 des gens qui vendent des fours, donc on ne va pas te trouver. Mais si tu marques vends des fours vends four à Nice, j'en sais rien. Cuisine, repas. Mettre des mots-clés qui sont vraiment ciblés, là tu vas ressortir. Bon, si je peux conseiller vraiment un truc sur les mots-clés, Mo, tu me corriges dans les commentaires si tu trouves que c'est pas bon. Mais en tout cas, la formation de Google est super sur les mots-clés. Donc, je la conseille vraiment. C'est la formation certifiante de Google. Franchement, c'est bien expliqué. Tu apprends bien et franchement, c'est pas mal. Mais on fera peut-être un atelier sur le référencement et je pense que Mo, si tu es d'accord, ça pourrait être notre petite invitée surprise. Alors justement, j'en profite pour répondre à Julien
qui dit qu'il n'est pas d'accord justement sur éviter les vidéos. Alors, peut-être que je me suis fait mal comprendre. Non, les vidéos dans le social ads, c'est le top, hein, concrètement. Cependant, si on fait des social ads et qu'on inclut ces social ads dans les vidéos qu'un utilisateur pourrait regarder, et ben, ça peut avoir ce côté intempestif qui peut parfois desservir à ta marque. C'est-à-dire, je vends des fringues, je dis n'importe quoi, hein. Je vends des fringues, une personne regarde une vidéo, je sais pas, de streetwear. Bah, si je vends des robes, imaginons, et ben, peut-être que moi, mon social ads va pas être directement en corrélation avec ce que la personne regarde, et du coup, bah, la personne va être saoulée. C'est la même manière, la même chose qu'à la télé, finalement. Quand je regarde TF1 et qu'il y a 3 pubs quand je regarde mon film, bah, c'est relou, concrètement. Donc là, c'est un peu la même chose. Tu veux passer au marketing conversationnel? Allez, c'est parti. Allez, donc, le deuxième point, la deuxième tendance qu'on a retenue avec Flora, c'est le marketing conversationnel. Bon, du coup, qu'est-ce que c'est le marketing conversationnel? C'est l'art de faire évoluer la communication 1.1 au nouveau mode de communication utilisé par vos clients. C'est-à-dire que vos clients, aujourd'hui, ils utilisent des nouveaux modes de communication. Ils utilisent WhatsApp, ils utilisent Facebook Messenger, ils utilisent Slack, ils utilisent des SMS. Ils n'utilisent plus avant, on utilisait beaucoup les mails, le courrier, encore plus loin, le fax. Mais bon, on n'en parle plus de ça, c'est vraiment trop loin. Donc, l'objectif du marketing conversationnel, c'est vraiment d'augmenter le taux de conversion de vos clients ou de vos potentiels clients en les accompagnant dans leur parcours d'achat. Et pour ça, du coup, ça se caractérise par 1, 2, 3, excusez-moi. Il y a 4 caractéristiques clés du marketing conversationnel. D'abord, il faut que le client ait le contrôle sur la conversation. Ça veut dire que, en fait, il faut que le client puisse échanger avec vous quand il le souhaite et où il le souhaite. C'est vraiment très important. Après, le deuxième point, c'est qu'il faut que, vous puissiez. Il peut pas y avoir une notion d'attente en fait. Il peut pas en fait. Il veut discuter avec vous vraiment quand il veut. C'est-à-dire que vous discutez avec 20, 500, 5000 personnes en même temps, il s'en fiche, votre client. Lui, ce qu'il veut, c'est que vous discutiez avec lui. Donc, c'est vraiment important. Et du coup, on peut parler de ces fameux chatbots que vous pouvez mettre sur votre site Internet. Ensuite, la troisième caractéristique… Te fais pas attaquer. Je suis désolée, j'ai mes chats qui se battent derrière. Ça, c'est perturbant ce soir. Il n'y a pas Flora, il y a mes chats qui se battent. Tout va bien se passer. Bref, donc j'en suis à mon troisième point clé qui est la contextualisation. C'est-à-dire que votre client, il veut en fait que quand il revient vous parler, en fait, il veut que vous vous souveniez de que vous vous souveniez de ce qu'il vous a dit il y a 1 mois, il y a 2 mois ou il y a 3 ans. Et la quatrième clé, c'est que vous devez vraiment identifier les canaux où sont vos clients. Je m'explique. C'est-à-dire que vous devez savoir en fait si vos clients ils utilisent Facebook Messenger, s'ils utilisent WhatsApp, s'ils utilisent ou s'ils préfèrent utiliser les emails parce que votre cible, en fait, c'est des personnes qui sont peut-être une tranche d'âge plus âgée. Donc, il faut vraiment en fait cibler le canal. Pardon, excusez-moi. Et moi, l'exemple que je veux vous donner, c'est vraiment Facebook Messenger. Si vous prenez Facebook Messenger, que par exemple vous allez sur la page de Flora Desbrosses, quand vous allez sur sa page, vous avez une fenêtre qui s'affiche et vous êtes incité à converser avec elle. Elle vous pose directement une question. Donc, elle engage la conversation. Et ça, c'est très important d'engager la conversation avec votre client ou votre potentiel client parce que la personne qui va sur votre page n'est pas forcément votre client. Mais au moins, on vient à la rencontre du client, on pose une question. Donc, on incite. Et puis, s'il n'a pas envie de vous parler dès qu'il entre sur votre page, il ferme et c'est bon. Mais il sait que vous êtes ouvert à la discussion. Il a la possibilité, ouais. Exactement. Donc, quand il va revenir sur votre page, en fait, il va se dire, moi, en fait, j'ai envie de lui parler. Donc, il va vous parler. Mais comme, en fait, Facebook Messenger, vous avez, on va dire, déjà organisé le chatbot pour, suivant si telle question est posée et tout, ça va être cette réponse. Si c'est celle-là, ça sera plutôt une réponse comme ça. Et en fait, il va pouvoir, quand il le souhaite,
et où il le souhaite discuter avec vous. Et il y aura en plus, du coup, l'enregistrement du coup, il va pouvoir discuter avec vous pendant que vous discutez, j'en sais rien, s'il faut, et ben vous discutez avec lui, mais il y a peut-être 50 autres personnes qui discutent avec lui en même moment. Et ça pose pas un problème, parce qu'au final, c'est un chatbot qui parle à la place de Flora. Est-ce que justement, ce que tu dis là, ça marche? C'est une question de François, justement. Ouais. Est-ce que ça marche que seulement en B2C ou ça peut aussi fonctionner en B2B? Mais non, ça peut aussi fonctionner en B2B. En fait, il suffit juste de paramétrer son chatbot. Le chatbot, c'est vraiment, moi j'appelle ça de l'intelligence. C'est pas de l'intelligence artificielle poussée, mais c'est quand même de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il est assez intelligent en fait pour suivre un schéma tout seul. C'est-à-dire que vous, en fait, à la base, vous allez réfléchir vous à ce qu'il va répondre suivant les situations. Vous allez dessiner des scénarios en fait. C'est vous qui allez dessiner les scénarios, mais une fois qu'ils seront créés en fait, le scénario de conversation, en fait, il sera tout dessiné. La personne va venir sur votre page, elle va dire bon ben moi en fait c'est ça. Donc lui, suivant ce que la personne dit et selon ce que vous avez imaginé, le chatbot va répondre. Ouais. Et en plus de ça, ça marche effectivement sur les réseaux sociaux, mais ça peut aussi être intégré à votre site internet. Et surtout, j'ai envie de dire, à votre site internet. Exactement. Moi, je vous parle vraiment de Facebook Messenger parce que c'est vraiment ce que je connais. Mais en effet, on peut le département des Alpes-Maritimes, par exemple, a un chatbot comme interne. Si on a une question, par exemple RH, on va sur le chatbot et du coup, toutes les tout plein de scénarios de conversation ont été créés au préalable pour que, en fait, derrière, la personne à la RH ait vraiment les questions de valeur ajoutée. Je ne sais pas si c'est très clair, en fait, ce que je viens de dire, mais OK. C'est que vraiment, en fait, la personne vous, en l'occurrence, là, vous allez avoir, ça va venir à vous, en fait, quand le chatbot aura répondu à toutes les questions. En fait, quand il y aura vraiment besoin d'une vraie intelligence. C'est clair, Kylian, ce que je dis? Oui, pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, ça va. Donc, vraiment, il y a d'autres questions ou pas? Non, la dernière question, c'est celle de François. Ouais. Ok, ça marche. Donc, je pense que c'est assez clair. Mais vraiment, la tendance de 2021, c'est peut-être mettre un chatbot sur votre site Internet. Mais après, quand on vous dit mettre un chatbot, c'est vraiment pareil. C'est quelque chose de réfléchi, un chatbot. C'est pas juste je mets un chatbot, oui, non, merci. Si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Il faut vraiment quelque chose d'intelligent. Il faut réfléchir à plusieurs scénarios et faire que la conversation soit quand même intéressante pour votre client. Parce que moi, je suis un client, je vais sur votre page et au final, le but, c'est un peu de créer l'illusion qu'il parle à une vraie personne. Ouais. Donc, justement, là, quand on parle justement de chatbot sur les sites internet, généralement, c'est Julien de chatbot.com qui vous parle. C'est pas chatbot, c'est pas un bot en fait qui va vous parler. Exactement. C'est vraiment une personne. Et du coup, c'est très intéressant parce que ça, on l'a beaucoup vu justement. Là, peut-être ces 2 dernières années, hein, ça a vraiment pris en essor. En tout cas, de ce que je vois, moi. C'est-à-dire, quand on va sur des sites internet, on a toujours un petit pop-up en bas à droite avec une petite fenêtre de conversation. Bonjour, je m'appelle Christine, blablabla, etc. Ça, c'est vraiment un truc assez intéressant et ça permet de créer de l'engagement avec la personne qui vient vous voir sur votre site internet ou sur vos réseaux sociaux. L'engagement, concrètement, allez, on va dire que c'est plus ou moins la donnée la plus importante sur les médias sociaux, en tout cas de ce que je pense. Quand on arrive à créer de l'engagement avec sa cible et avec les personnes qui viennent voir vos pages, c'est déjà un bon pas de fait. Ça veut dire que la personne s'est sentie intéressée premièrement en gros, c'est un appel à l'action finalement. C'est concrètement, elle a été intéressée et elle a réagi. Elle a fait quelque chose sur votre page. Donc, ça veut dire que vous avez réussi à l'accrocher. Donc, si la personne a une question et qu'elle arrive sur votre chatbot et qu'elle dit voilà, oui, j'ai une petite question, et ben peut-être que ça va tout simplement se transformer en tunnel de conversion après. Et après, ça peut vous dire, comme tu dis, à une vente. Vous pouvez vendre peut-être même votre service ou vos produits. Parce que si vous le travaillez vraiment bien,
c'est vraiment le but en fait à la base du chatbot. C'est pas juste avoir une conversation pour avoir une conversation. Le but du chatbot, c'est qu'il vous rapporte de l'argent. C'est que, comme on l'a dit au début et comme tu viens de le dire, c'est de convertir, d'augmenter votre taux de conversion de vos clients. Donc vraiment, enfin le but, c'est vraiment que votre client en fait, qu'il se dise, quand je veux en fait, je lui parle, je le dérange pas. Et en plus, j'ai ma réponse quand je veux. C'est-à-dire qu'il est 3 heures du matin, et je me demande si demain, c'est ouvert Polygone, la boutique botanique à Polygone, et je vais et je lui parle et je lui dis, ah ok, super, et est-ce que vous avez ça comme produit disponible, et est-ce que, et ça peut être une vraie conversation avec un agent virtuel. Moi, j'appelle ça un agent virtuel, mais... Ça marche. Du coup, je vois qu'il y a une question. Quel logiciel vous recommandez pour préparer le chatbot? Alors, pour avoir étudié la question, alors déjà, si vous voulez vraiment, si vous ne voulez pas mettre forcément de l'argent dedans, vous pouvez, comme je vous dis, utiliser Facebook Messenger. Après, il faut passer par des sociétés qui sont spécialistes en développement de chatbots. Et après, ça peut ne pas être très onéreux, mais si vous voulez un bon chatbot, quand même, ça coûte un peu d'argent. Mais bon, si vous voulez commencer, vous pouvez très bien le faire sur Facebook, hein, déjà pour commencer. Oui, Facebook propose déjà une petite solution pour avoir le minimum. Exactement. Et JP Eto a raison. Très bon commentaire. Avec Facebook, on peut faire des publications dédiées uniquement avec ceux qui ont réagi aux autres publications. Excusez-moi, je perds aussi ma voix. C'est vrai. Donc, si d'autres... Est-ce que tu as des choses à rajouter, Kylian, sur ce que je viens de dire? Non, peut-être pour conclure finalement, quand il fut un temps on proposait des offres commerciales, notamment sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, finalement, votre offre commerciale, ce qui va vous permettre de vendre, ça va être votre service. Et ça va être surtout le fait de mettre en avant votre marque sans forcément vendre. C'est-à-dire que vous avez pris la peine de mettre en place un chatbot, vous avez pris la peine de proposer à vos utilisateurs de répondre à quelques questions déjà préétablies pour être sûr qu'il ne manque pas l'info, etc. etc. Mais c'est toujours des petites actions, entre guillemets, qui permettent d'avoir une meilleure visibilité, qui permettent de rendre service aux gens. Et puis finalement, si vous rendez service aux gens, peut-être que ça va se transformer après en vente. Exactement. Et puis, ça va aussi vous permettre de mieux connaître votre clientèle parce que ça va vous permettre d'avoir des informations clés sur eux. Ouais, totalement. Ok, troisième thème. Troisième tendance. Donc, le live shopping. Je pense que du coup, je suis convaincue que vous avez tous participé au précédent atelier. Donc, que vous avez tous mis en œuvre cette super tips. Mais oui, du coup, le live shopping est une vraie tendance en 2021. Au vu du confinement, au vu de la Covid, on ne se souhaite pas de retomber dans le confinement. Mais bon, de ce qu'on entend, je pense que on est bien parti pour. Oh là là, l'horreur. Soyons positifs, trouvons des solutions. Restons positifs. Exactement, c'est le live shopping. Alors, vous allez me dire, c'est vrai, pour ceux qui l'ont déjà vu, j'avais déjà un peu présenté vite fait du coup au dernier atelier de live shopping. Là, je vais être un peu plus précise. Donc, le live shopping, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, c'est téléachat. Bon, en gros, c'est ça, mais sur le digital. Parce qu'en gros, oui, c'est ça, c'est présenter des produits, en expliquer le fonctionnement et en vanter les mérites. Donc, en effet, c'est votre fameux téléachat. Mais vous allez le faire de manière beaucoup plus moderne parce que vous allez le faire sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet. Et en fait, le principe repose sur la diffusion en live de votre présentation via vraiment un canal digital que vous choisissez suivant, pareil, vous devez cibler vos consommateurs, vos clients, savoir où est-ce qu'ils sont parce que c'est là qu'il faut faire votre live shopping. Excusez-moi. Donc, ce qui est intéressant avec le live shopping, c'est que vraiment les participants
peuvent poser des questions en direct. Comme on le fait ce soir. Vous êtes là. Bon, nous, c'est pas du live shopping parce qu'on vend rien et que, bon, voilà. Mais le principe est le même. C'est-à-dire que là, je suis là. Si je voulais faire du live shopping ce soir avec vous, je vous dirais, regardez, j'ai un super stylo. C'est un stylo avec du velours. Il est vraiment génial, super, franchement agréable. Il écrit bleu. C'est formidable. Et là, je vous le vends, j'en sais rien, 15 €. Voilà, on va dire qu'il coûte 15 €. Voilà, c'est ça le live shopping, c'est vous présenter les mérites, c'est super ergonomique quand j'écris. Vous voyez, c'est simple. Donc, vous pouvez le mettre en place. Tout le monde peut le mettre en place. D'accord ? C'est pas quelque chose de difficile. C'est vraiment, comme ça fait un petit peu peur, mais c'est vraiment de la vente en ligne et faire que la présentation soit vraiment vivante et interactive, même si c'est pas forcément évident. Là, vous le voyez très bien. On interagit avec vous parce que vous commentez. D'ailleurs, on compte sur vous pour commenter et nous poser vos questions. J'arrive plus à parler de ça, ça va bien se passer. Mais vraiment, voilà, le live shopping, c'est vraiment ce qu'on vous conseille vraiment pour 2021. Par exemple, c'est les exemples que j'avais donnés la dernière fois, mais ils sont vraiment pertinents. Les Galeries Lafayette, c'est vraiment, ils ont proposé une version luxueuse vraiment du concept avec des personal shoppers, c'est-à-dire que vous appelez, vous avez un personal shopper qui vous fait visiter les 120 marques des boutiques Galeries Lafayette et qui vous conseille. Voilà, pendant 45 minutes, en fait, vous êtes en visioconférence avec, en visio avec votre personal shopper. Et lui vous vend les mérites des produits qui sont dans la boutique. Et c'est vraiment pertinent. J'avais des statistiques sur Cultura, ils avaient essayé l'exercice. Ils ont noté une hausse de 211% d'ajout du produit au panier. C'est énorme. Si franchement, c'est vraiment simple en plus. Voilà, je vous l'ai fait pour rigoler avec mon stylo, mais pour vous montrer que, franchement, il suffit vraiment d'avoir un petit peu de bagou pour vendre vos produits en ligne. C'est vrai que c'est pas forcément évident de parler à son ordinateur et de pas faire face à la personne ou aux personnes, mais vraiment, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, je vous avais montré l'exemple de Leroy Merlin. Sur leur site internet, d'ailleurs, vous pouvez y aller. Ils ont fait appel à un influenceur qui a 50 000 abonnés pour justement montrer et faire la démonstration de tous leurs produits pour dire voilà, ça fonctionne comme ça. Et le mec, il est là et il vous montre comment on découpe une planche avec la scieuse électrique. C'est formidable. Du coup, vous avez envie de l'acheter parce que vous voyez le gars le faire et c'est magnifique, quoi. Donc vraiment, le but, c'est vraiment d'inciter à la consommation, mais de façon beaucoup plus vivante et interactive que téléachat peut l'être. Et en plus, le bonus, vraiment, avec le live shopping, c'est qu'avec les questions posées par les participants, vous pouvez en faire des indicateurs de centre d'intérêt et justement préciser dans vos foires à questions en faire référence dans vos foires à questions. Parce que justement, c'est des questions qui peuvent être pertinentes et auxquelles vous n'avez pas pensé. Mais c'est les questions de vos consommateurs et de vos futurs clients. Donc vraiment, c'est vraiment intéressant, je pense, pour vous de faire du live shopping pour tous ces éléments, pour vendre et pour récolter les avis de vos clients et les questions de vos clients. Alors justement, on a une question de Michel qui nous demande si il faudrait avoir une caméra au top ou si ça peut passer justement avec un téléphone. Concrètement, aujourd'hui, si tu as, Michel, un téléphone plutôt récent, hein, moi j'ai le XR, voilà, un smartphone. Moi j'ai le XR, donc qui commence un petit peu à dater, mais qui convient parfaitement pour le coup, puisqu'on fait d'autres lives sur ça. Non, ça peut très bien marcher, même si tu n'as pas de caméra, même si le tout, en fait, finalement, le plus important, là tu me parles de caméra, mais le plus important c'est le son. Si tu vas si tu regardes la télé, imaginons, si tu regardes une vidéo sur YouTube, si la vidéo elle n'est pas de très bonne qualité, que ça pixelise un petit peu de temps en temps, mais que le son est nickel, tu vas rester. Par contre, un son inaudible, tu ne peux pas rester, c'est pas possible. C'est juste une situation d'inconfort. Donc, si tu veux investir dans quelque chose, tu as des micros, par exemple des micro-cravates
qui se clipsent, tu sais, justement au t-shirt, qui coûtent 30, 40, 50 euros maximum, et que tu peux brancher directement à ton téléphone. Tu t'achètes un petit trépied que tu mets qui coûte 20 euros, et tu as ton trépied, tu as ton micro, tu n'as pas besoin de plus, hein, finalement. Non, je suis assez d'accord. Donc Après, voilà, un petit trépied, la petit micro, personne, c'est bon. même si elle voit, enfin, l'essentiel, c'est qu'il le voit, même si c'est un peu pixelisé, c'est pas très grave. Au final, tu peux renvoyer vers la fiche produit avec un lien, tu vois. Enfin, il le verra en photo, il le verra. Mais l'essentiel, c'est vraiment qu'il t'entende vraiment bien et qu'il n'y ait pas de totalement. parasites. Exactement, JP. Et toi, il faut être authentique aussi. Voilà, en gros, il ne faut pas un studio télé pour faire du live shopping. Non, je pense pas. D'ailleurs, je suis sûre que vous êtes tous prêts à m'acheter mon stylo. The stylo bleu, il est là. Exactement, mais il a du velours, donc c'est génial. Oui, Philippe, tout à fait, il faut une bonne lumière. Ouais, et si c'est possible d'avoir une bonne connexion, c'est encore mieux. Exactement, parce qu'une mauvaise connexion aussi fera que ton son est dégradé. Ouais. Kylian, je te laisse présenter la 4e tendance. Alors attends, hop, je repasse là, comme ça ils le verront. Voilà. 4e tendance, donc on va partir cette fois-ci sur la RSE au centre de votre communication. Alors, la RSE, c'est un sujet qui a été abordé de maintes et maintes fois là, ces dernières années. C'est un sujet qui a vraiment beaucoup pris d'ampleur, notamment dans les grands groupes. La RSE par-ci, on a des comment ça s'appelle? Des happiness managers, je crois, dans les entreprises. Donc vraiment des gens qui vont rester, qui vont travailler vraiment à avoir une politique RSE béton. Moi, je prends l'exemple justement de BNP Paribas, qui pour le coup a une politique RSE mais phénoménale sur leurs réseaux sociaux, notamment sur leur Twitter. Ils ont des collaborateurs ambassadeurs qui parlent tout le temps sur notamment Twitter et LinkedIn. Donc du coup, la RSE a pris beaucoup d'importance. Là où vous pouvez utiliser votre RSE pour votre communication, ça va être tout simplement de bénéficier à votre 1, image de marque, et 2, marque employeur. La marque employeur, on commence par ça, c'est concrètement donner envie à des talents, à des personnes que vous souhaitez rencontrer, à des personnes que vous souhaitez engager, de venir chez vous. Ça, c'est la marque employeur. C'est l'aspect que vous avez vis-à-vis des personnes qui pourraient potentiellement travailler chez vous. L'image de marque, c'est tout simplement votre image vis-à-vis des consommateurs. Le but, c'est de faire évoluer votre image de marque via la RSE. Tout simplement, mettre des photos de votre équipe je sais pas, en train de faire un paintball. Imaginons que vous êtes 20, vous faites un paintball. Bon, c'est un peu compliqué hein, en ce moment, mais on garde, voilà. Si imaginons, vous organisez un paintball avec votre équipe, vous faites un événement, vous faites de belles photos avec, etc. Et ben, le but, c'est d'avoir vous, c'est-à-dire votre entreprise qui communique sur ça, et 2, vos collaborateurs qui communiquent sur ça. Et là, on va parler de collaborateurs ambassadeurs, c'est-à-dire des personnes dans votre entreprise qui vont relayer vos messages. Ça s'appelle finalement, le terme large, le terme générique, ça va être le social selling. C'est-à-dire vous vendez votre capital sympathie, finalement. Vous vendez vos valeurs. Vous ne vendez pas vos produits, mais vous vendez votre image, vous vendez vos valeurs. Et le but, c'est d'avoir des gens qui accrochent à ça, qui se réfèrent à ce que vous faites. Imaginons, je prends un exemple qui me touche personnellement, toujours par la BNP. La BNP communique beaucoup sur les valeurs justement de lutte contre l'homophobie, lutte contre le sexisme, etc. Moi, j'ai découvert la RSE de la BNP via des collaborateurs ambassadeurs qui sont engagés sur le thème de l'homophobie et du sexisme en parlant de l'engagement de BNP Paribas. Donc voilà, donc le but, c'est de promouvoir vos valeurs, promouvoir votre image de marque, qui va ensuite potentiellement générer du lead, potentiellement générer des gens qui vont être attentifs à ce que vous faites, à ce que vous vendez. Si vous vendez des services ou des produits, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Hein. Je suis, imaginons une grande campagne, bon ça c'est très très grand, hein, mais Nike qui avait fait le buzz avec la campagne sur Kaepernick, justement. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'était l'année dernière, hein, c'est-à-dire ce joueur afro-américain qui a baissé un genou à terre lors d'un grand match de baseball, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ils ont fait une campagne de com autour de ça pour promouvoir ces valeurs et ils ont vu une augmentation de leur paire de chaussures. C'est bête, hein, mais concrètement, les gens adhèrent à des valeurs, les gens font attention à ce que vous faites, les gens s'identifient à ce que vous faites et donc seront potentiellement plus enclins à acheter chez vous. Exactement. C'est important de vraiment promouvoir vos valeurs.
Je ne sais pas si ça a été assez clair. J'ai été long Non, peut-être. si, très bien. Non, tu as été parfait. C'est parfait, Donc Kylian. ça concrètement, c'est un petit peu finalement de la communication institutionnelle. Hein. C'est-à-dire, ça peut être effectivement des organes publics qui vont faire ça, mais ça peut être très bien des marques tout simplement qui Tout à vont fait. promouvoir avant tout leurs valeurs que Mais promouvoir. la plus vieille marque que j'ai en tête, c'est quand même Darty qui nous vend son contrat de confiance. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ça existe depuis vraiment très longtemps. Et là, aujourd'hui, eh ben, on le voit aussi dans les pubs. Vous voyez les pubs Intermarché, vous voyez les pubs Carrefour, mais ils ne nous vendent plus leurs produits. Ils ne nous disent pas tant. Bon, des fois, ils nous font tant la promotion. Mais non, là, eh ben, les pubs de Noël, c'est vraiment. Ils nous font un film. C'est un truc de fou. Enfin, ils nous font des micro-films parce qu'ils essayent de nous faire rêver, de nous montrer leur valeur derrière. Vous pouvez avoir confiance, ou le développement durable, ou l'environnement. Enfin, il y a vraiment une valeur derrière qu'ils essayent de promouvoir. Oui, totalement. Et enfin, c'est de tout temps, hein, vraiment. Voilà. Enfin, l'exemple de Darty et des autres grands groupes. Bon, après, il y a d'autres petits groupes qui promettent aussi leurs valeurs. Mais c'est ça, François, c'est communication émotionnelle. Tout à fait, c'est susciter les émotions chez les personnes qui vous connaissent ou qui vous suivent. Exactement. J'en profite, je vais partager mon écran rapidement, ça me fait penser à quelque chose. Oui. Hop, ça me fait penser à Apple et la sortie de leur nouveau téléphone. Apple, justement, communique très rarement sur, on va dire, les capacités de leur téléphone, de leurs produits. Oula, pardon. Apple met surtout, excusez-moi, Apple met surtout en avant sa vision, finalement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce concept qui s'appelle le Start with Why, commencer par pourquoi. Ça a été théorisé ces dernières années par une personne qui s'appelle Simon Sinek. Je vous invite vraiment à lire ses livres, qui s'appelle Start with Why. Je l'ai quelque part, mais je ne vais pas aller vous le chercher, qui concrètement explique que les grandes marques communiquent avant tout sur le pourquoi ils vendent quelque chose que sur le comment ou sur ce que ça apporte. Donc je vous laisserai découvrir ça et je vous partage ma fenêtre, comme ça vous verrez. Hop. Alors je vais faire une nouvelle scène, c'est pas grave, ça va pas faire très professionnel. Voilà, vous me voyez à l'écran. Hop. Voilà. Là vous voyez le. Voilà, ça c'est le site Apple qu'on peut voir aujourd'hui. Quand vous allez sur le nouvel iPhone, quand vous cherchez le nouvel iPhone, vous voyez, on n'arrête pas le progrès, on l'accélère. C'est-à-dire, ils ne parlent pas de leur appareil. Ils parlent des évolutions technologiques qui vont mener à long terme vers le progrès. Et je trouve ça, personnellement, moi ça me passionne, je trouve ça vraiment très très fort. C'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent pas juste à un produit, ils s'arrêtent vraiment à la vision qu'ils veulent mettre en place et aux valeurs qu'ils communiquent, le progrès, accélérer, etc. Voilà, c'était un petit truc. Non, mais c'est très bien. Je trouve que ça image parfaitement l'idée. Vraiment, Apple, en l'occurrence, est dans cette optique de communiquer des visions et non pas communiquer juste yes, l'iPad c'est cool, ça vous donne l'iPad c'est cool, ça vous donne des performances que vous n'avez jamais eues. Voilà, c'est vraiment une vision de long terme. Et donc vous concrètement, comment est-ce que vous pouvez adapter ça? Je reviens sur. Hop. Vous, comment est-ce que vous pouvez adapter ça? Oui, c'est ça, il faut faire passer la pilule pour le tarif. Oui, c'est exactement ça. Exactement. En fait, vous, comment est-ce que vous pouvez faire ça? C'est tout d'abord identifier pourquoi vous faites les choses. Justement, Lorraine, si tu veux nous partager ton lien en commentaire, c'est avec plaisir. Ah oui, totalement. C'est vraiment d'identifier le pourquoi vous êtes dans votre activité. J'imagine que votre activité, ce n'est pas que de vendre et que de faire des sous. Ça vous passionne ce que vous faites. Vous êtes engagé dans ce que vous faites. Et donc, essayez de réfléchir à pourquoi vous faites ça et ensuite de déterminer les mots-clés qui vont en découler. C'est-à-dire ce que vous voudrez mettre en avant. Moi, si je travaille avec Flora sur notamment cette partie formation, c'est parce qu'on veut aider, on va prendre l'asso admin, aider les entrepreneurs et chefs d'entreprise dans leur communication sur les médias sociaux. Ça, c'est un but global, on va dire. Et de tout ça, on va découler des mots, on va découler des positionnements, et du coup, vous pourrez ensuite communiquer sur ça, etc. C'était peut-être un peu long. On va passer à l'étape 5. On passe à l'étape 5. C'était parfait. Merci, Kylian. Bon, du coup, on va vous parler de la 5e et la dernière tendance qu'on a choisie avec Flora. Et c'est le remixing.
Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en tout cas, ben, je pense que le mot vous parle peut-être pas, mais la tendance, je pense que oui. En fait, l'idée, c'est que l'utilisateur s'approprie des formats déjà existants en y apportant leur touche personnelle. Donc, en gros, ben oui, on va prendre l'exemple de TikTok. Ben, c'est parti en fait de challenge. En fait, eh ben, il y avait un challenge. Les gens devaient faire ce challenge et y apporter sa petite touche. C'est passé aussi sur Instagram avec les Reels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez les mêmes vidéos, mais elles sont différentes. C'est-à-dire que cette tendance, en fait, c'est vraiment, elle répond à deux besoins, c'est-à-dire le besoin d'appartenance à un groupe et le besoin d'individualité. Je m'explique, parce que c'est assez contradictoire. C'est parce que, en fait, vous appartenez à un groupe parce que vous faites la même chose en soi, mais vous le faites de votre manière. En fait, vous apportez votre touche personnelle. Quand vous regardez sur TikTok une tendance, c'est toujours la même vidéo, mais de manière différente. Par exemple, vous avez, je peux pas vous partager mon écran moi ce soir, mais vous avez, par exemple, si vous êtes sur TikTok, par exemple, changer de tenue en faisant des gestes comme ça. Bon, tout le monde. Tu veux que je partage? Je peux partager si tu veux. Ouais, vas-y. Je te laisse partager. Je mets mon TikTok et comme ça, au pire, comme ça, les personnes pourront voir à quoi ça ressemble sur l'application. Je te laisse parler, je vais l'afficher à l'écran. Ok, je suis aveugle, je te. Fais-moi confiance. Donc, du coup, sur TikTok, vous avez des tendances. Et en fait, ces tendances représentent, vous avez une musique, et sur cette musique, il y a, on va dire, un enchaînement de choses à faire. Mais vous vous les approprier, en fait. Et vous faites, par exemple, tu montres quoi, du coup, comme exemple? En fait, je pense que c'est plus simple si tu parles de l'exemple, Kylian. Parce que du coup, je ne sais pas ce que tu montres. Ok, bon, c'est pas grave. Peut-être que je t'ai embrouillé dans mes trucs. Bon, en tout cas, j'espère que c'est clair pour vous. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de partir d'un format existant et de se l'approprier, de le reproduire. C'est un peu ce qui s'était passé avec, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo Happy, la chanson Happy. Moi, Happy. Ah oui, tu as raison. Tu as raison. Voilà, il y avait plusieurs villes qui avaient repris la chanson. Et c'était parti de, je ne sais plus quelle ville qui avait fait, ou si c'était le clip de base. C'était, ça faisait la promotion des endroits d'une ville. Et à Nice, par exemple, ça avait été repris. Il y avait une vidéo qui avait été faite sur cette vidéo. Et plusieurs villes, en fait, ça avait créé vraiment une dynamique. Et plusieurs villes avaient pris cette chanson et fait son Happy. Et c'était vraiment, c'est ça, en fait, l'idée. C'est vraiment de faire partie d'une même idée et de le faire à sa manière, de se l'approprier et de montrer au final sa personnalité, la personnalité de son entreprise. Vraiment, je pense que l'exemple de Happy, c'est vraiment pas mal, pertinent, parce que si vous regardez, en fin de compte, vous voyez toutes ces villes, tous les beaux endroits à découvrir de ces villes. C'est que des contenus du coup différents, mais sur une même chanson et sur une même dynamique. Et c'est ça qui est pas mal dans cette tendance. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment la cinquième tendance un peu fun qu'on trouve cool et à faire pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous trouvez une tendance intéressante, que ça soit sur TikTok ou sur Instagram, hein, ou même ailleurs, et la reproduire. Parce que Happy, c'est sur YouTube en soi. Donc, vous trouvez une tendance sur le réseau social qui vous convient et qui vous correspond. Et ensuite, vous vous appropriez. Et vous participez, en fait. Et vous pouvez, de ce fait, aussi vous faire connaître davantage. Parce que vous rentrez dans un groupe et vous vous faites connaître. C'est aussi une super façon de se faire connaître. Ça rentre vraiment dans cette optique des challenges, finalement. Exactement. Et aussi, vous pouvez le faire très bien dans votre com interne. Nous, je sais qu'au département, par exemple, c'est un peu rigolo. Mais par exemple, notre com interne, elle nous a proposé que faire un concours Teams
chaque agent en fait devait envoyer sa photo avec le fond, parce que sur Teams vous pouvez changer votre fond, prendre en fond le plus fun fond d'écran de Noël et enfin bref, et faire gagner un truc à la fin. Ça peut être en challenge ou en concours, ça peut être sympa à faire en fait. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de nos 5 petites tendances qu'on avait choisies avec Flora. J'espère que du coup, ça vous a plu. Et maintenant, place à notre invitée surprise, notre chère Mélissa, la social media manager de Leroy Merlin Cuisine. Coucou Mélissa. Coucou. Bonsoir à tous. Alors Mélissa, du coup, toi, je sais que tu as mis en place déjà mis en place certaines de ces tendances. Tu veux bien nous en parler ? Ouais, la première, du coup, c'est le marketing conversationnel. Donc, qui est pour moi est quand même la base du métier de community manager. Et c'est vrai que cette année, avec le premier confinement, les gens en fait avaient comme seul canal de communication Facebook Messenger. Donc c'est vrai que au mois de mars, le magasin a d'abord été totalement fermé, donc on a été inondé de messages Facebook en privé. Donc on a dû réagir vite et avec les moyens qu'on avait, parce que on n'est que 2 community managers sur le magasin. Donc on travaillait au moins 7 ou 8 heures par jour à répondre à des messages privés sur Facebook. Et voilà, notre but, c'était vraiment d'avoir une communication qui était claire et efficace avec nos clients. Et l'un des objectifs, c'est vraiment que derrière, ils sentent qu'il y a une personne humaine en fait qui leur répond et qui les rassure et qui voit que il y a quelqu'un sur qui ils peuvent compter et que on va essayer de régler leurs problèmes le plus rapidement possible. Donc ça a été un sacré challenge. Franchement, ça a été un travail assez hardcore. Ouais, j'imagine. Comme le magasin était fermé, du coup, on devait appeler le comité de direction qui était au magasin pour avoir les infos, etc. Vu que nous, on n'était pas sur place au début. Donc, ça a été du sport, mais au final, les clients étaient contents. On a reçu pas mal de messages de remerciements de la part de certains clients. Donc, c'est bien parce qu'au final, ça vous a permis d'évoluer et de mettre en place des choses qui n'étaient pas là et qui, au final, étaient essentielles pour vos clients. Ça vous a permis de vous rendre compte, c'est ça, qu'il y avait un besoin? C'est ça, et puis ça nous a permis aussi de nous rendre compte que beaucoup de nos clients sont sur les réseaux sociaux. Bon, ça, on le savait déjà parce qu'on a quand même une grande communauté sur Nice, notamment sur Facebook, mais que du coup, ils utilisent vraiment ce canal pour parler avec nous. Et depuis le confinement, en fait, ils sont nombreux à continuer. Et du coup, on a des clients récurrents. Du coup, on a toutes les historiques de conversation. Donc, comme je disais, on sait de quoi on a parlé avant. Voilà, s'ils nous parlent d'un produit qu'ils ont déjà commandé, on sait de quoi ils parlent, etc. Donc, ils voient vraiment qu'il y a un suivi, en fait. Bon, c'est cool. Et du coup, c'était fastidieux à mettre en place. C'est pas que c'était fastidieux dans le sens où quand ils nous demandaient, par exemple, si c'était un numéro de commande, moi je travaille de chez moi, j'ai un ordi perso, j'ai pas les logiciels qu'on peut avoir chez Leroy Merlin, par exemple. Donc c'était sur ce point-là. Après, c'était une coordination qui a mis quelques semaines à se mettre en place, mais après tout ça a bien roulé, quoi. Ouais, on s'est bien adapté. Donc voilà, mais c'est hyper important. Enfin, pour moi, on est derrière des écrans, mais c'est central que nos clients voient que derrière, c'est une personne humaine qui les écoute, qui répond à leurs besoins, à leurs envies. Pour moi, c'est l'essence même de mon métier, quoi. Donc, voilà. Et alors, du coup, vous êtes, vous avez une équipe complète de social media manager ou tu Non, travailles pas du toute seule? tout.
En fait, je parle pour Leroy Merlin Nice, parce que Leroy Merlin, c'est grand, il y a plus de 300 magasins rien qu'en France, donc voilà. Non, en fait, mon poste a été une création de poste, donc Leroy Merlin Nice est extrêmement tourné vers le digital. Donc, je suis arrivée il y a 1 an et demi. Donc, les réseaux sociaux étaient déjà créés, mais voilà, c'était pas entretenu de manière régulière, on va dire. Donc, j'ai tout repris en main, j'ai mis une stratégie en main, etc. Et il y avait une autre personne du magasin qui était dessus, mais c'est pas du tout son travail principal. En fait, elle est merchandiser, donc elle s'occupe de l'image du magasin. Mais donc, elle m'a pas mal aidée. Et là, depuis août dernier, on a pris une autre community manager qui est là pour m'aider. Ah, cool. C'est cool. Donc, ça se développe. Ouais. Donc, petit à petit, l'équipe s'agrandit. Exactement. Et du coup, vous aviez mis que ça en place ou vous avez mis autre chose? Non, on avait mis que ça en place. Après, nous, on avait mis tout ce qui était des systèmes de drive, etc. Donc, ça, c'est plus une autre partie, plus logistique. Mais en termes de communication, on avait mis, c'était principalement Facebook ou Instagram. Hein. Et voilà, après, il y avait de la vente à distance, mais ça, c'est encore autre chose. C'était plus sur des projets, quoi. Mais alors toi, justement, tu travailles chez Leroy Merlin Cuisine à Nice. Oui. Concrètement, comment est-ce que sur les réseaux sociaux, tu arrives à valoriser Leroy Merlin dans le but finalement de vendre des cuisines, j'imagine, c'est ça le but principal. Comment est-ce que, en gros, c'est quoi ton approche toi vis-à-vis de la marque? Alors nous, donc on a ouvert, donc on a notre magasin Leroy Merlin Nice, Leroy Merlin classique de bricolage à Lingostière, et depuis plus d'1 an et demi, en fait, on a décidé de partir à la conquête du centre-ville de Nice. Donc parce que voilà, il y avait une réelle demande et un réel besoin des Niçois d'avoir un Leroy Merlin plus centré vraiment à Nice. Donc on a décidé d'ouvrir les cuisines. Et après, moi, dans ma stratégie, en fait, c'est vraiment de mettre aussi la ville de Nice en avant, de donner des conseils personnalisés. Je mets beaucoup d'inspiration autour des cuisines. On fait aussi des cours de cuisine. Donc, on a un espace événementiel où on donne des... En fait, notre but, c'est vraiment de nous rapprocher des Niçois. Et c'est une stratégie qui est totalement différente du magasin qu'on peut avoir à Lingostière. Par exemple, pendant le confinement, en story, j'ai partagé les petits commerçants qui nous entourent. Parce que nous, on a eu de la chance. On a été impactés comme tout le monde, mais forcément beaucoup moins parce que les gens ont beaucoup bricolé. Mais par exemple, en story, j'ai mis les commerçants qui étaient autour de nous, qui faisaient par exemple du click and collect, de la livraison, de la nourriture à emporter, etc. Donc, c'est vraiment montrer cet aspect-là et être au plus près de notre cible niçoise, en fait. Quelque part, vous avez montré aussi vos valeurs, du coup? Tout à fait, voilà, c'est ça. C'est vraiment les valeurs de partage et de solidarité qui appartiennent totalement à Leroy Merlin et qui font vraiment partie de notre ADN. Ok. Et du coup, parmi les... Ouais, vas-y, Kylian, je te laisse parler. Pardon, vas-y, finis ta phrase. Tu veux que... D'accord, vas-y, t'avais une question. Oui, du coup, j'ai plein de questions qui arrivent. Excuse-moi. Alors, on parlait justement de plus ou moins vendre ses valeurs tout à l'heure. Ouais. Donc, toi, c'est vraiment la stratégie que vous avez adoptée, c'est que vous n'êtes pas parti sur une communication vraiment marchande, mais vous êtes parti sur une communication plutôt qui promeut vos valeurs, qui essaye de créer un sentiment d'appartenance finalement. Tout à fait. En fait, j'essaye d'être dans une communication qui est vraiment émotionnelle. Donc, je vais pas mettre un post en disant voilà, telle cuisine est à tel prix ou c'est pas du tout le but. Le but c'est d'inspirer les gens et d'être dans l'émotion et de transmettre les valeurs qui sont propres à Leroy Merlin. Super. Tu as une question, Caroline? Du coup, s'il y avait des tendances, parmi les 5 tendances, bon, tu as déjà mis en place du coup le marketing conversationnel et la RSE, mais est-ce que parmi les 3 qui restent,
Moi, je te verrais bien faire du live shopping. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que franchement, c'est la tendance qui m'a le plus plu et intriguée. Après, pourquoi pas, il faudrait voir comment ça se goupille. Je pense que ça serait plus jouable là, pour le coup à Leroy Merlin, je parle au niveau national ou sur un magasin comme à Paris ou quoi. Mais c'est quelque chose que je garde en tête et à voir si je vais réfléchir et voir. Je te verrais bien à la Cyril Lignac dans la cuisine Leroy Merlin là. Une hotte aspirante. Mais tu rigoles, mais ça pourrait. Hein. Non, mais pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Non, ouais. À voir. Dernière question, est-ce que du coup, dans cette optique de créer un sentiment d'engagement, d'appartenance, etc., vous avez recours à des influenceurs dans votre communication? Alors, on vient de lancer 2 partenariats là, avec des influenceurs locaux. Ouais. Donc, qui vraiment ont des followers qui habitent à Nice. Okay. Notre site principal, c'est Nice. Alors, pour la cuisine, c'est vraiment Nice, le centre-ville. Après, pour Leroy Merlin, Lingostière, ça peut un peu s'étendre à Nice, en général, aux alentours. Mais oui, il y en a un qui est en cours et il y en a un qui arrive en début d'année. Ah, okay. On va surveiller ça. Ouais. Donc, c'est vraiment des influenceurs que j'ai sélectionnés avec minutie et qui, je pense, partagent aussi les valeurs de notre entreprise. Parce que c'est le plus... Enfin, moi, c'est pas bien sûr que le nombre d'abonnés, ça compte un minimum. On va pas non plus se mentir. Mais moi, ça m'intéresse pas d'avoir un influenceur qui a 200 000 abonnés, mais qui publie un peu de tout et qui a des gens qui le suivent dans les 4 coins de la France. Moi, mon intérêt, c'est que ce soit vraiment, on reste dans une stratégie qui est locale et surtout avec des personnes qui ont les mêmes valeurs, que nous, quoi. C'est beau. Voilà. Je pense que merci beaucoup Mélissa. Merci à vous. Écoute. Merci beaucoup. C'était un super témoignage. Je pense Kylian que tu peux mettre la petite slide de fin. Ah mais attends, j'ai mis la musique dessus. Bah attends, alors ce que je vais faire, c'est que je commence. Non, c'est pas grave. Mais nous, c'est pas un souci. Allez, mets-nous. C'est pas grave. Bon, en tout cas, merci Mélissa, c'était un super témoignage. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. C'était vraiment très pertinent et je pense que ça a plu du coup aux gens aux participants de l'atelier. Tout à fait. Et puis j'espère que ces petites tendances qu'on a choisies avec Flora vous ont plu, que vous allez les mettre en place. On attend vraiment tous des live shopping, hein. Avec Flora, on va zioter, avec Kylian aussi. Et puis, du coup, si Flora, tu nous regardes, on pense fort à toi. Et puis on se retrouve le 26 janvier. C'est ça. Pour un futur atelier, pour le premier atelier de l'année. Et puis, notez-le bien dans votre agenda, comme ça, on s'y retrouve. Et puis, à très bientôt. À très bientôt et merci à tous. Ouais, merci à tous d'avoir participé et d'avoir fait le jeu des questions. Merci à vous. Bon, merci. Allez. Passez une belle soirée. Ciao, ciao. Tchuss.